Salutations dominicales à toutes et à tous, très chers internautes. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux aujourd'hui en train de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2025. Nous allons décrypter l'actualité de fin de semaine avant de débuter une nouvelle semaine. Et donc, Kabila poursuivi par la justice congolaise. Tous ses biens sont saisis, suspension du PPRD. Oui, puisque c'est son retour, dossier Bukangalojo, partenariat minier avec les États-Unis, tant de critiques pour l'incompétence de la Cour à chaque fois que ces responsables politiques sont appelés devant les instances judiciaires. On va décrypter l'actualité. Très chers internautes, voilà autant de sujets que nous allons débattre aujourd'hui afin de nous faire une idée de ce qui se passe, qu'est-ce que nous devons retenir, qu'est-ce que nous pourrons comprendre par rapport à tous ces sujets. Alors, avant de commencer, ce que nous vous demandons, si c'est pour la première fois pour vous de participer à nos émissions, veuillez vous abonner et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, mais aussi faites des partages de nos vidéos afin que nous puissions faire une large diffusion. Et donc, ce que nous vous demandons, cliquez sur les j'aime parce que nous avons des difficultés pour nos vidéos puissent résister et que YouTube puisse référencer nos vidéos et que les vidéos soient mises en première position. Aimez nos vidéos, ne serait-ce là, c'est la moindre des choses pour vous de nous aider à continuer à interagir avec vous et à continuer à faire ce travail de communication. Voilà ce que nous pourrons vous dire maintenant. Sans tarder, on va passer à nos sujets. Nous avons tous suivi hier et avant-hier cette polémique, la probabilité que l'ancien président de la République et sénateur à vie serait à Goma pour s'installer, alors que cette partie est occupée par des mouvements rebelles soutenus par le Rwanda, alors que lui, en tant qu'homme d'État, représentant l'État, puisqu'il était un sénateur à vie, ça lui colle sa peau, donc ça ne peut pas changer. Il ne peut pas se retrouver auprès des endroits qui non seulement menacent la stabilité, l'intégrité du territoire congolais, mais aussi parce que lui, en tant qu'ancien président de la République, aille à combattre ces mêmes groupes rebelles et leur mentor qui est le Rwanda. Mais aujourd'hui, le voir de ce côté-là, ça a créé un tollé et puis c'était très grave. Mais après, on nous apprend qu'il ne serait pas venu, tout ça là. Mais la réalité, c'est que d'après plusieurs sources telles que nous avons à notre possession, c'est que il y a eu tellement de pression politique au point que il ne pourrait plus continuer à rester à Goma. Et donc, il était effectivement à Goma, d'après les sources à notre possession, et qu'après les différentes pressions politiques à tous les niveaux, il a fini par faire marche en arrière et du coup, il ne se retrouve plus à Goma, il ne se retrouverait plus à Goma. Je parle toujours au conditionnel parce que là, on n'a pas assez de précisions, nous devons entendre des précisions. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau de Kinshasa, après avoir compris la démarche de l'ancien président de la République, il a été décidé au niveau déjà du ministère du vice-primature de l'Intérieur, la suspension du parti de l'ancien président de la République, le PPRD, la saisie de tous ses biens, meubles et immobiliers se retrouvant en République démocratique du Congo, et le ministère de la Justice lui traduit en justice afin qu'il soit jugé. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce que l'ancien président de la République est poursuivable en justice au regard du droit positif congolais? Est-ce qu'on peut les poursuivre? Puisque nous avons tous suivi, puisqu'on va en parler aussi du dossier de Matata Pono, mais déjà, le président de la République, la difficulté, c'est qu'il y a des grands blocs des verrous qui fait en sorte que ça soit difficile pour que l'ancien président de la République soit jugé, notamment, déjà, il s'agit de la loi organisant ou bien protégeant les anciens chefs de l'État et des corps. Et depuis 2018, cette loi-là
C'est une loi qui a été faite dans le sens où que le président de la République, dès qu'il quitte le pouvoir, pour qu'il ne soit plus poursuivi au niveau des instances judiciaires en République démocratique du Congo. Et puisque là, il y a le ministère de la Justice qui a déposé plainte contre l'ancien président de la République au niveau de la justice, qu'est-ce que cela va dire? Est-ce que la Cour va-t-elle se déclarer incompétente ou bien il y a une possibilité de poursuite? Bon, quant à moi, je dis, au regard de la loi, vous devez savoir une chose que le juge ne réfléchit et lié qu'à la loi. Si la loi congolaise ne permet pas qu'un ancien chef de l'État soit jugé dans le cadre déjà de la loi qui existe, le protégeant, donc le juge va se déclarer carrément incompétent. Mais c'est là, il y a un problème, c'est que le droit est fait, c'est justement aussi pour mettre de l'ordre au sein de l'État. Et des institutions judiciaires, en l'occurrence, sont mises en place pour pouvoir réfléchir comment faire en sorte que, à la fois, que la loi soit exécutée exactement, conformément à l'esprit et la lettre de la dite loi, que l'interprétation de la loi en cas d'ambiguïté ou bien de conflit, ça soit faite par une institution habilitée, mais aussi que cette loi-là soit applicable. Donc, il y a plusieurs, ce que je peux dire, le rôle ou bien des compétences qu'on attribue particulièrement à la Cour constitutionnelle, par exemple, qui est l'instance qui a compétence de juger, par exemple, l'ancien chef de l'État. Donc, la difficulté va se poser là. Mais maintenant, qu'est-ce que va faire la Cour? Donc, les gens qui se posent la question, est-ce que ils vont pas se déclarer incompétents et tout ce non, non. Oui, ils peuvent se déclarer compétents, mais il y a une possibilité que l'ancien président de la République continue toujours et soit poursuivi. Justement, même si la loi le protège, mais il y a une possibilité. Il faut que justice soit faite, c'est-à-dire qu'il peut pas y avoir dans une république une sorte de deux poids deux mesures qui est de certaines personnes privilégiées qui ne peuvent pas être jugées quoi qu'ils fassent, et d'autres qui soient jugés, peu importe le degré de faute commise. Mais donc, il y a celui qui a légiféré, qui a cette compétence-là. Nous avons le Parlement. La loi, certaines personnes disent que mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le problème, c'est qu'il y a le Parlement. Le Parlement dispose de cette compétence-là de pouvoir revoir la loi et modifier la loi pour que les anciens chefs de l'État soient poursuivis au niveau des instances judiciaires. Et ça sera faire justice, justement parce qu'il ne peut pas y avoir de deux poids deux mesures. Et donc, le blocage qui pourrait se retrouver au niveau de la loi, il y a des possibilités. Soit la Cour constitutionnelle pourra faire une interprétation large des dispositions de la loi et de la Constitution pour permettre à ce que le président, l'ancien président de la République soit jugé. Si je peux prendre le cas à titre illustratif de la disposition qui parlait que le président de la République reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Bien que l'esprit de la Constitution serait été qui est dans l'hypothèse où les élections étaient déjà effectuées et que la période qui sépare l'entente effective du nouveau président, donc le président ancien reste en fonction, ou bien le président sortant devrait rester en fonction. C'était justement pour attendre la prise des fonctions effectives ou sinon la prestation des serments du nouveau président. C'était le sens là. Mais la Cour constitutionnelle avait quand même pris un arrêt de principe pour dire tout simplement que, donc, désormais, le président de la République va rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Cela signifie, peu importe qu'il y ait élection ou pas, celui-là qui est en place va rester en fonction. Et donc, la Cour constitutionnelle, dans ses compétences, peut aussi voir la loi, interpréter l'esprit de la loi et puis prendre un arrêt de principe allant dans ce sens-là. Et donc, c'est aussi une possibilité et que la Cour peut faire, bien en restant dans des règles, bien sûr, en respectant certains principes d'interprétation de la loi. Donc, il y a des principes qui existent et donc il y a cette possibilité-là. Une autre possibilité, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a l'autorité
législative qui élabore des lois sur le Parlement peut siéger soit dans une session extraordinaire, s'il n'y a pas de session ordinaire, pour pouvoir débattre et modifier la loi, permettre à ce une personne qui est condamnée, président de la République ancienne, soit telle, mais qu'il soit traduit en justice et être jugé. Cette possibilité-là existe au regard des principes des droits, mais aussi au regard de l'organisation politico-judiciaire dans un État démocratique. Donc, c'est ça. On va éviter les deux poids, deux mesures. Sur ce point-là, il y a cette possibilité-là. Et certaines personnes se posent la question, mais comment il n'a pas été jugé, mais on va le ravir, c'est bien tout ça là. Vous ne voyez pas que c'est comme ça que les gens ne vont pas commencer à investir au pays, ils vont décider d'aller investir à l'étranger. Moi, je pense que vous devez savoir une chose, que la loi a ses principes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence qui existe. Vous devez savoir l'inverse de cette présomption d'innocence. Il y a aussi ce qu'on appelle la présomption de culpabilité. Lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur un individu, l'État, les instances judiciaires peuvent décider de saisir même ses biens lorsqu'il y a des éléments pour des raisons X, Y. C'est-à-dire que la décision d'agir ainsi va être motivée. Et donc, on ne peut pas commencer d'emblée de dire qu'on ne peut pas faire comme ça, non, puisque la loi permet certaines mesures avant même la prise d'une décision finale, que la personne soit jugée et que le jugement ait acquis l'autorité de la chose jugée. Donc, il y a cette possibilité-là qui existe dans la loi. Ça ne sera pas un tabou, ça existe. Et c'est comme ça. Je vous donnerai les cas, par exemple, de Jean-Pierre Bemba qui a été mis en prison pendant 10 ans alors qu'il n'a pas encore été jugé. Et après, on l'a acquitté par la suite. Donc, la justice, j'ai dit que oui, c'est vrai, il faut faire des lois qui soient plus ou moins justes. Mais la loi reste la loi, les principes des droits existent et la jurisprudence existe. Et tout cela existe. Et donc, la doctrine aussi dominante existe. Donc, le droit, il faut les laisser aussi aux juristes pour comprendre. Lorsque les gens agissent dans des réseaux sociaux, ils disent des choses sans pour autant comprendre que les droits est une discipline qui a ses méthodes, ses règles qu'il faut maîtriser et comprendre avant de parler. Si vous avez des difficultés de comprendre quelque chose, au lieu de venir sur les réseaux sociaux, commencer à dire des choses qui peuvent d'ailleurs vous nuire vous-même à votre personnalité, parce que vous pouvez dire des choses qui n'existent pas, vous pensez que vous êtes en train de dire vrai, parce que vous ne maîtrisez pas des domaines, vaut mieux aller chercher des spécialistes sur la question, vous leur posez la question, ils vont vous expliquer, comme ça vous aurez des arguments. Donc, voilà ce que nous pourrons dire sur ces points-là. C'est de même aussi avec les dossiers Bukangalonze que nous allons aborder. Oui, les dossiers Bukangalonze existent. Il est vrai que, d'après mon analyse, que Matata Ponyo devrait se mettre en tête déjà qu'il doit intérioriser en lui cet esprit de redevabilité. Lorsque vous assumez des fonctions de l'État, des responsabilités publiques, vous devez être prêt et accepter à répondre de vos actes. Il ne faut pas considérer ça comme des acharnements lorsque l'on vous appelle devant les instances judiciaires. Donc là, c'est d'un côté. De l'autre côté aussi, nous devons éviter aussi cette justice des deux poids, deux mesures. Oui, c'est vrai, il faut que les gens répondent de l'exemple des dirigeants, mais ça doit être pour tous. Il ne faut pas que ça soit sélectif. Malheureusement, vous devez comprendre, très cher internaute, que par exemple, au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est pourquoi je vous dis, il faut consulter des spécialistes pour comprendre. La Cour constitutionnelle, partout dans le monde, c'est aussi une cour politique. Ça a toujours des penchants. Vous comprenez? Raison pour laquelle, si vous regardez dans les différentes législations des États, on donne la possibilité au président de la République de la place de nommer quelques membres de la Cour. Et donc, l'objectif, c'est de dire que la Cour a toujours des tendances avec les gens qui sont au pouvoir. Mais lorsqu'ils sont les juges sont nommés, ils doivent revêtir les casquettes des juges pour rester autonomes. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'ingratitude. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas répondre à celui qui l'a nommé. Mais politiquement, la Cour constitutionnelle, c'est aussi une cour en quelque sorte politique, entre guillemets. Et donc, il y a toujours des penchants. Mais dans un État démocratique, les juges doivent être indépendants lorsqu'il s'agit de trancher sur une affaire. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Et donc,
Il faut éviter ces deux poids, deux mesures. Il faut que tout le monde soit justiciable, effectivement, qu'il n'y ait pas des sentiments de sélection, on sélectionne qui on veut. Et donc, c'est ça. Ce sont des choses que nous pourrons critiquer. Mais il faut seulement demander qu'il y ait plus de transparence et de clarité sur ces points-là. Et aussi, vous devez savoir que la démocratie, en réalité, c'est un processus. Aucun État au monde ne peut se dire démocratique. Ils sont plus démocrates que d'autres. Mais un État démocratique, c'est qu'il y a des normes, parce que partout dans le monde, il y a parfois des choses qui se font, qui ne sont pas vraiment démocratiques. Partout, même dans les États les plus civilisés, que nous connaissons tous, ce n'est pas toujours évident, mais c'est les degrés de cela qui différencient les choses. Nous devons grandir. Nous ne devons pas faire des choses allant dans le sens de nuire aux autres, mais plutôt allant dans le sens de l'intérêt général. C'est comme ça que nous disons, Matata Pono devait intérioriser cet esprit de redevabilité, mais de l'autre côté aussi, il va falloir qu'il n'y ait pas une justice à double vitesse. Il faut qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures, il faut que tout le monde soit justiciable. Et les dossiers Bukangalo, il s'agit de beaucoup de millions, plus de 200 millions de dollars, mais nous devons savoir qui était, où est parti cet argent-là, le travail qui était demandé à faire par rapport aux sommes allouées, on ne l'a pas vu. Mais on doit demander. Ce n'est pas normal que de l'argent sorte comme ça dans un État où qui se cherche, mais qu'il n'y ait pas de responsables, qu'on n'établisse pas de responsabilités. Non, il faut que les choses changent. Et là, la difficulté, c'est au niveau de la loi. Encore, comme je le disais avec le président de la République, la loi congolaise ne permet pas de juger un ancien président de la République lorsqu'il n'est pas en fonction. C'est ce qui semble être dit. Donc, c'est une question d'interprétation de la loi. Tout cela arrive pourquoi? C'est lorsque l'on fait des lois taillées sur mesure. Puisqu'en réalité, vous devez savoir, l'historique même de notre constitution pose problème. Si vous suivez le professeur Kabamba, lorsqu'il est passé par Top Congo, il a dit ça en réalité. Parce que ce sont eux qui étaient là, c'est d'ailleurs lui qui pilotait les gens qui rédigeaient cette constitution-là, alors que c'est un Belge qui revenait de la Belgique déjà. Il a dit que nous avons même opté pour la forme de l'État, qui est le régionalisme constitutionnel, qui est des assemblées provinciales, des députés provinciaux. C'est parce que nous avons vu le nombre de belligérants, il faudrait que tout le monde se retrouve. Donc, il n'y avait rien de la vision pour le développement du pays. C'était fait uniquement pour des intérêts égoïstes et des individus. Voyez-vous, une constitution qui a été conçue pour des individus, non pas pour une vision de l'État, puisque la Constitution devait traduire la vision de l'État. Qu'est-ce que nous voulons pour notre État? Raison pour laquelle nous disons que lorsque les gens sont en train de tenter de proposer le fédéralisme, alors que nous avons déjà une forme de l'État qui est à mi-chemin entre l'État unitaire et l'État fédéral, qui pose déjà problème, aller au-delà, je pense que pour le proposer, je pense que c'est du théâtre tout simplement. Donc, la personne qui peut proposer de telles histoires, c'est quelqu'un, en fait, en réalité, qui fait du théâtre. C'est comme Délice Sanga, il parlait que le président de la République devrait, il propose que le président de la République devrait démissionner au regard de tous les méfaits qu'il a causés et qu'il n'arrive pas à sécuriser, il n'a pas donné assez d'armement, tout ça, là, aux militaires pour se battre. Mais moi, je pense que un homme d'État ne peut pas faire une proposition. Là, c'est pas une proposition. Là, c'est créer un autre problème plus que le problème qui existe. Si le président de la République n'existe pas là et qu'on veut rester dans la légalité, on a au maximum 120 jours pour organiser des élections. Et encore que l'hypothèse où on peut organiser des élections, c'est bien circonscrit dans la Constitution. Est-ce que dans 120 jours, nous avons assez de moyens pour organiser des élections? Donc là, ça serait encore corriger une erreur par une autre erreur. Je pense qu'un homme d'État ne peut pas proposer de telles histoires. Je pense que ça, ce sont des théâtres carrément. Ils sont en train de faire. Ces gens-là, ils ne veulent pas le Congo. Ils sont là uniquement pour des intérêts égoïstes parce qu'ils n'ont pas de projet clair à proposer. Donc, voilà un peu des difficultés que nous rencontrons. Et c'est comme ça que je disais que juger Kabila, les gens s'en moquent, ils parlent que la Cour se déclare toujours incompétente, mais justement, c'est un problème de la loi. La loi, on a des possibilités, soit de modifier par la loi, de modifier la loi par les législateurs, ou carrément la Cour constitutionnelle devait donner la lumière sur l'interprétation des dispositions constitutionnelles au regard des poursuites des premiers ministres qui n'est pas en fonction et du président de la République au regard de la loi qui existe protégeant les achats chefs de l'État. Il y a des possibilités. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas poursuivables à vie. Il y a cette possibilité-là qu'ils soient poursuivis. Soit par la modification des lois, si la loi ne peut pas être interprétée par la Cour,
ou soit la Cour constitutionnelle peut donner une interprétation qui permette à ce que toutes ces personnalités soient poursuivies devant des instances judiciaires. Cela empêcherait que nous entrons dans un état où les règles démocratiques sont partiales. Vous comprenez? C'est ce que je parle des 2 poids, 2 mesures. Voyez-vous, tous ces problèmes-là, justement, ça prouve que la République démocratique du Congo, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et que c'est comme nous cessons de dire que la constitution que nous disposons ici, en réalité, c'est une constitution que nous devons les revoir. Mais pour les revoir, il faut les revoir dans un cadre un peu d'union nationale. C'est pourquoi ça nous amène à parler aussi des consultations nationales. Oui, les consultations nationales ici, nous regrettons que les gens de l'opposition ne veulent pas participer. Mais à un certain moment, nous devons nous regarder en face. Qu'est-ce que nous voulons? Nous devons maintenant réfléchir comment, qu'est-ce qu'on veut faire? Puisque nous avons je veux dire qu'une maladie dans notre classe politique, c'est que cette maladie-là, c'est-à-dire que nous sommes habitués à faire des concertations et pour aboutir à un gouvernement de transition. Or, si nous voulons, nous avons des choix, soit nous voulons rester dans l'ordre démocratique établi, ou soit nous voulons continuer dans nos vieilles habitudes de faire des dialogues et puis aboutir par des gouvernements de transition par la transition. Or, cela va violer déjà la loi. Pour la loi où il y a la constitution ne prévoit que des hypothèses. L'hypothèse où il s'agit que le gouvernement, pour que ce soit constitué, il faut soit la coalition, tel que prévu dans la Constitution, ou carrément le gouvernement d'union nationale. C'est que la majorité décide de s'ouvrir vers d'autres horizons pour inclure une certaine inclusivité, si je peux le dire ainsi, afin de pouvoir créer un climat de paix entre les parties prenantes. Et nous sommes peuple congolais, notre classe politique devrait nous prouver qu'ils veulent le bonheur de notre peuple congolais. Ils doivent pas faire des choses pour leurs propres intérêts. En refusant de participer à ces consultations, qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative? Il n'y a pas d'alternative. Vous ne pouvez pas dire par sentiment que Félix va démissionner, mais il va démissionner, vous ne regardez pas les conséquences. Les hommes d'État réfléchissent en termes de conséquences. On doit être conséquent par rapport aux actes que nous posons. Moi, je pense qu'à un certain moment, nos hommes politiques doivent réfléchir dans le sens de se mettre ensemble afin de trouver des solutions pour le problème de la moitié du Congo. Au-delà de toutes les façons, s'ils refusent de venir, on ne demande pas l'unanimité, hein. Les gens vont continuer et puis la vie va continuer. Et donc, pour finir, c'est deal avec les Américains qui devient de plus en plus effectif. Ce que nous devons faire, que ces deals-là, ça va nous... C'est vrai que les gens disent que nous devons être trop prudents par rapport aux Américains. Ils ne peuvent pas venir ici, ils vont commencer à nous mater, ils vont commencer à prendre tout ce qu'ils veulent, on ne pourra plus être au contrôle de tout ce que nous avons. Non. Ça dépend de notre maturité. C'est à nous de définir ce que nous voulons. Puisque c'est nous qui avons sollicité ces deals-là. Donc, c'est supposé que nous savons déjà ce que nous voulons. Nous devons déjà définir quels sont nos objectifs. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons besoin du développement de la sécurité pour notre pays. Nous avons besoin de renforcer notre armée parce que là, aujourd'hui, on demande à l'État d'avoir une armée forte. Mais on n'a pas assez de moyens. Mais c'est normal, on peut réfléchir, on peut recourir aux partenaires qui, lui, peut avoir tout cela à nous offrir et en contrepartie, nous pouvons lui ouvrir notre marché. De toutes les façons, les États-Unis pourraient être là, mais d'autres aussi pourront aussi être là. Donc, nous devons être organisés. Si on est plus organisé, je pense que ça, c'est un avantage qu'on ne peut pas rater. Parce qu'avant Trump, il y avait d'autres présidents et ces présidents-là, c'était des globalistes. Ils ne voulaient pas que les Congos puissent avoir le contrôle de ces richesses. Donc, c'est à nous maintenant de voir, de saisir ces moments ici pour pouvoir nous organiser. Lorsque nous allons signer ces deals-là, nous devons savoir où sont nos intérêts, comment capitaliser cela et organiser, profiter, parce que les États-Unis ne seront pas partout en RDC, mais c'est à nous maintenant de nous organiser, surtout en termes de sécurité. Être capable de sécuriser toutes nos frontières, ça sera quelque chose de très positif. Voilà ce que nous pourrons vous dire aujourd'hui. Très chers internautes, je pense que nous allons nous limiter là. Ce que nous vous demandons, s'il vous plaît, veuillez nous aider à pouvoir sécuriser nos vidéos en appuyant sur les j'aime. Ça sera la moindre des choses pour vous, à nous aider pour que nous améliorons nos algorithmes et que nos vidéos soient référencées par YouTube et que nous continuons à interagir avec vous. Mais si c'est pour la première fois pour vous de participer à nos émissions, ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner
de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater, mais aussi de partager nos vidéos pour une large diffusion. Alors, quant à moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobikwete, je suis juriste de formation, publiciste, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Et donc, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde en ce dimanche et pour un bon début de la semaine. Moi, je vous dis à la prochaine.